Bonjour, je suis Fabienne Sodino, éditrice chez Berger-Levrault. Je suis très heureuse de vous présenter ce nouveau numéro de Let's Talk, l'Instant Ouvrage, qui cette fois-ci a une thématique importante pour les collectivités, la notion de zéro artificialisation nette et les opportunités comme les contraintes qu'elle peut entraîner. Et donc, ce webinaire vous est présenté par Camille Mialot, qui a publié chez nous La ville face au changement climatique, un ouvrage dans lequel il explique que les collectivités territoriales disposent déjà d'outils juridiques et opérationnels pour mener à bien l'adaptation au changement climatique, mais également cet objectif de zéro artificialisation nette, donc sujet de ce webinaire. Avant de commencer, quelques petites consignes un petit peu classiques. Si vous avez un souci technique, n'hésitez pas à lever la main. Vous pouvez poser vos questions à notre intervenant dans le bloc dédié. On y répondra soit au cours de la présentation ou lors du temps dédié aux questions à la fin de la présentation. Et enfin, cette session est enregistrée. Comme ça, vous pourrez la retrouver en replay sur YouTube. Nous ferons une communication à ce sujet. Et donc, Camille, je vous laisse la parole pour commencer ce webinaire. Merci beaucoup, Fabienne. D'abord, dire quelques mots sur l'ouvrage. Donc, cet ouvrage a été mené à bien grâce notamment à la bienveillance de Fabienne Sodino, qui s'est impliquée à mes côtés dans l'élaboration d'un ouvrage qui est très nouveau, hein, puisque jusqu'à l'apparition de cet ouvrage, il n'y avait pas d'ouvrage précis, documenté, qui faisait un petit peu le tour de la question sur ville et climat, sachant que cet ouvrage va être mis à jour d'ici la fin de l'année, donc vous aurez encore plus d'informations. J'ai eu le temps de mûrir un certain nombre d'éléments, et puis ce sera aussi l'occasion de le compléter sur des éléments du ZAN, puisque comme vous le savez, on a des décrets qui interviennent, qui sont en projet, et y compris des projets d'ordonnance. Voilà. Le ZAN, pour moi, c'est très important parce que c'est la première fois où les collectivités vont devoir vraiment changer de manière de concevoir le développement du territoire en déconnectant développement local et consommation d'espaces naturels. Jusqu'à maintenant, je pense que dans l'esprit de la plupart des agents, des élus, développer, c'était urbaniser, c'était consommer du territoire. Et là, pour la première fois dans la loi, on nous impose d'une certaine manière de déconnecter ces deux éléments. C'est assez révolutionnaire. On a beaucoup critiqué cette loi et en réalité, sur ce point du zéro artificialisation nette, je pense qu'elle est extrêmement novatrice, y compris en Europe par rapport aux autres pays, même si elle s'inscrit dans une logique générale lancée par l'Union européenne sur les sols. J'y reviendrai un tout petit peu. Plus largement, le ZAN traduit de manière très précise la déconnexion, qui est le but de la mutation climatique, je dirais civilisationnelle qu'on vit, entre se développer, croître et consommer des ressources naturelles. Voilà, donc c'est inviter les collectivités, inviter, je dirais, l'ensemble des acteurs à un nouveau modèle de développement. La particularité de cette loi climat résilience, c'est donc qu'elle nous pose le ZAN, pas seulement comme défi, mais comme règle, et pour ce faire, elle adopte 3 définitions. Donc, je vais venir rapidement sur ces 3 définitions, et après, je viendrai sur des questions concrètes qui se posent toujours, et notamment celles que beaucoup de collectivités me posent. J'ai le plaisir d'accompagner beaucoup de collectivités, notamment dans leur document de planification. C'est est-ce que je dois d'ores et déjà mettre à jour mon PLU du ZAN, c'est-à-dire par la voie de la modification du PLU. Et j'essaierai de répondre à cette question. Alors, 3 définitions dans la loi. La première, codifiée au L101-2-1 du Code de l'urbanisme, qui est en fait une définition qui est plutôt une définition environnementale. Donc, l'artificialisation, c'est l'altération durable de toute partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques. On a une définition très large qui se fonde sur les services écosystémiques rendus par les sols et les services climatiques. Et ça, c'est très important, mais ça pose un problème d'entrée de jeu, c'est que ces services écosystémiques, climatiques,
on a beaucoup de mal à les quantifier et finalement, cette approche qui est une approche, je dirais, qualitative des sols, elle est pour l'instant en France et même en Europe relativement balbutiante. Donc cette définition n'est pas une définition opérationnelle. Elle est complétée par la définition de ce qu'est une renaturation, qui est l'inverse de l'artificialisation. Donc c'est la restauration et l'amélioration des fonctionnalités d'un sol. Et l'addition, en fait, il faudrait soustraire artificialisation et renaturation, ça nous donne artificialisation nette. Cette définition, je le rappelle, donc n'est pas opérationnelle. On passe au slide suivant, qui est la seconde définition. Seconde définition, c'est une définition pour le coup opérationnelle et la loi et l'article 194 de la loi climat résilience nous dit au sein des documents de planification et d'urbanisme, les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols ou sans risque prévus par la loi sont évalués considérant comme surface artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites. Et là, on s'extrait en quelque sorte de la définition précédente, qui était une définition qualitative, pour vraiment une définition, je dirais, qui se limite à la surface du sol, une définition qui est plus cohérente avec ce que sont les documents d'urbanisme. Et on donne dans le même temps, à l'envers, je dirais, ce qui est une surface non artificialisée, une surface naturelle, nue, couverte d'eau, végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de culture. J'ai mis en gras usage de culture parce que l'idée, c'est de dire que dans la première définition, la perte des fonctions et des services écosystémiques d'un sol peut résulter de sa mise en culture, dans un mode de culture qui, d'une certaine manière, tuerait les fonctions climatiques et écosystémiques des sols. Alors que là, quand on rentre dans une définition opérationnelle, les sols en culture sont considérés comme non artificialisés. Ceci dit, cette définition nécessite une nomenclature. Cette nomenclature est parue dans le décret du 29 avril et je vous la donne au slide suivant. Donc, vous avez tous et toutes pris... Ah, si on peut revenir en arrière sur le slide, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Vous avez tous et toutes pris connaissance de ce décret qui nous donne une nomenclature des sols artificialisés. Je ne vais pas entrer dans le détail de cette nomenclature qui nécessite vraiment une analyse au cas par cas. Ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, on prend le cinquièmement, qui ne manque pas de susciter pas mal d'interrogations des personnes que je forme sur la question. Surface à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire ou d'infrastructures, notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont en chantier ou sont en état d'abandon. On a l'impression, par exemple, que ce cinquièmement, qui n'est pas évident, hein, en fait, sur ce qui est pour savoir si cette surface est artificialisée, se réfère à la notion de friche. Alors, vous savez sans doute que la loi climat résilience donne une définition des friches. Un inventaire est déjà réalisé par l'État hein, via l'outil Cartofriche que vous connaissez sans doute. Ces friches sont des réserves pour urbaniser des sols déjà artificialisés. Il y a un enjeu très important sur les friches et la reconversion des friches. Je ne vais pas m'étendre sur la question, mais disons qu'aujourd'hui, dans la nomenclature, il semble que les friches soient comptabilisées comme des surfaces artificialisées, alors même que beaucoup de ces friches, si vous connaissez le sujet, ont été pour la plupart, se sont naturellement, on va dire, renaturées et parfois sont aussi des réserves de biodiversité. Je vais passer au slide suivant. Et on arrive à la troisième définition de l'artificialisation, qui est celle qu'on va utiliser pour l'objectif de réduction de moins 50% de l'artificialisation des sols sur la décennie 2021-2030, pour comparer à la consommation réalisée sur la décennie précédente, donc 2011-2021. Et cette décennie précédente a déjà fait l'objet d'un contrôle de l'artificialisation via ce qu'on appelait dans les PLU et les SCOT la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, c'est-à-dire les ENAF. Cette consommation des ENAF étant déjà contrôlée pour les 10 ans passés nous permet en quelque sorte
de fixer cet objectif de réduction à moins 50% pour les 10 années à venir. En parallèle, on a créé un nouveau référentiel. Donc ça, c'était le slide précédent sur lequel je ne vais pas revenir. Et ce que l'on comprend de la loi, c'est que finalement, on va fonctionner dans les 10 années à venir avec un double référentiel. Un référentiel consommation des ENAF, espaces naturels, agricoles et forestiers, qui est celui qu'on possède déjà sur les 10 années écoulées, et un nouveau référentiel qu'on crée sur l'artificialisation des sols et qui sera utilisé sur les 10 années suivant 2030. 2030, 2040, 2040, 2050. Sur ce qu'est la consommation des ENAF et la justification de cette consommation, vous avez une très importante décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 février 2022 sur le PLUI-H de Toulouse Métropole. Donc cette décision a fait beaucoup de bruit. Ce qui est très important, c'est que le juge contrôle la sincérité des méthodes utilisées pour comptabiliser les consommations d'ENAF passées et du coup établir les consommations d'ENAF futures. Je vous invite à vous référer à cette décision pour aller plus précisément et pouvoir établir dans vos plans d'urbanisme des référentiels qui soient cohérents avec ce qu'exige le juge. On passe au slide suivant. Le timing du ZAN. Alors, pour atteindre l'objectif de neutralité de l'artificialisation, du zéro artificialisation nette à horizon 2050, la loi nous fixe un horizon à moins 50% au niveau national. Alors, je le dis, je le répète, niveau national. Ces moins 50% vont être déclinés dans chaque région et on a donc le décret dit décret SRADET qui est paru qui est du 29 avril, paru début mai, et qui nous donne les modalités de redistribution. Je reviendrai sur ce décret SRADET juste après. Mais disons que les moins 50%, c'est au niveau national. Donc, je sais qu'aujourd'hui, plusieurs collectivités sont en train de faire évoluer leurs documents d'urbanisme, leur PLU, leur SCOT, et les préfectures mettent un petit peu la pression pour que dans les documents, soit respecté ce moins 50%. En réalité, ce moins 50%, il est au niveau national et il va être décliné en région par des enveloppes territoriales. Donc, ce que sera le potentiel d'artificialisation sur la décennie à venir d'ici 2030, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on en a très peu d'idées. Donc, vouloir anticiper, là j'anticipe un peu sur ma question, faut-il inclure dans les PLU d'ores et déjà le ZAN? Peut-être qu'il faut attendre, mais j'y reviendrai. Donc, c'est moins 50% sur la décennie à venir au niveau national, décliné dans les SRADET, en fonction aussi de ce que donneront les conférences des SCOT qui vont se dérouler jusqu'en octobre et en fonction évidemment des modifications des SRADET. Pour information, moi en tant qu'avocat, je suis actuellement à la modification d'un SRADET assez important pour mettre en œuvre le ZAN. Donc, je connais un petit peu la question et je sais tous les enjeux qu'il y a à territorialiser dans la région les enveloppes d'artificialisation. On passe au slide suivant. Donc là, j'ai mis timeline, ça ne vaut pas très français, mais néanmoins, c'est l'idée. Donc, 22 février 2024, modification des SRADET, donc les modifications devront être approuvées et les SRADET devront décliner territorialement les enveloppes d'artificialisation. Alors, selon le décret ZAN, on a deux types d'enveloppes. On a des enveloppes territorialisées qui pourront recouper un ou plusieurs SCOT et on va avoir une enveloppe régionale pour des projets d'intérêt régional et d'intérêt national. Cela recoupe, à mon avis, des hypothèses qui sont des projets d'infrastructure, des projets d'implantation d'équipements d'intérêt régional ou national. On a donc deux types d'enveloppes dans les SRADET pour artificialiser, une enveloppe régionale et des enveloppes territorialisées. Une petite observation qui aura sans doute attiré l'attention des observateurs, le décret SRADET paru est différent du décret SRADET qui avait été soumis au public. Le décret SRADET soumis au public prévoyait notamment dans les critères de répartition des enveloppes
l'idée que les collectivités qui avaient consommé beaucoup de foncier sur la décennie passée pourraient se voir appliquer un traitement un peu différent. Donc une application d'une certaine manière d'un principe qu'au niveau international on appelle climate justice, donc équité climatique, déclinée au niveau territorial, l'équité climatique étant que ceux qui ont beaucoup consommé de ressources naturelles, ceux qui ont beaucoup émis de gaz à effet de serre, doivent faire des efforts plus importants. À l'inverse, ceux qui ont un comportement plus sobre ne doivent pas voir leur comportement passé sanctionné pour l'avenir. Malheureusement, ce critère qui me semble absolument essentiel et qui est sans doute un ressort de réussite, et ça je le dis en connaissance de cause, de réussite du ZAN, a été supprimé. Peut-être va-t-il réapparaître. Je pense que les conférences de Scott vont peut-être faire ressortir ce critère. Ce n'est pas certain, tant politiquement il est, je dirais, sensible. L'équité climatique est un point essentiel et je le dis avec d'autant plus de sécurité qu'il est présent dans les rapports du GIEC depuis de longues années, non seulement dans les derniers rapports de février et mars, mais dans les rapports de 2014 où on avait déjà plusieurs chapitres consacrés à cette notion d'équité climatique. Le 23 août 2026, on aura donc à mettre à jour les SCOT en fonction des enveloppes régionales. Et enfin, le 23 août 2027, qui est une date butoir, les PLU. Ce que l'on peut d'ores et déjà dire, et ce qu'il faut avoir en tête, et souvent je sais que les élus et les agents perdent un petit peu de vue cet élément, c'est que le SRADET, le SCOT, le PLU, comme vous le savez, ont des rapports normatifs qui ne sont pas des rapports normatifs de conformité. Ce sont des documents, le SRADET en particulier, que ce soit dans les objectifs fixés, notamment les objectifs d'artificialisation et la trajectoire à dessiner, la juridicité, la normativité de ces objectifs est de simple prise en compte vis-à-vis des SCOT. La prise en compte est une normativité très atténuée. Pour ce qui est des règles de mise en œuvre territoriale du ZAN, c'est un rapport de compatibilité. Le rapport de compatibilité, là encore, est un rapport à normativité atténuée. Autrement dit, les règles des SRADET, les objectifs des SRADET seront traduits dans les SCOT, mais seront traduits non pas littéralement, mais avec une certaine marge de manœuvre et d'appréciation locale. À leur tour, les PLU, qui ne sont que dans un rapport de compatibilité avec les SCOT, auront eux-mêmes encore des marges de manœuvre puisqu'ils se trouvent dans un rapport de compatibilité. Quand bien même les objectifs sont chiffrés, il ne faudra pas, je dirais, exagérer en quelque sorte la contrainte et bien penser que ces rapports normatifs laissent des marges de manœuvre. On passe au slide suivant. Donc la question, puis-je modifier mon PLU dès à présent pour y inclure le ZAN? Moi, j'aurais tendance à dire, attendons les enveloppes territoriales du SRADET. Attendons après février 2024 ou après la modification du SRADET qui peut être bien sûr antérieure à février 2024. Ça, c'est je dirais, la certaine sagesse, puisqu'il est tout à fait possible que des enveloppes territoriales soient plus importantes que l'objectif de réduction de 50%. Par ailleurs, ces enveloppes territoriales, elles se déclinent au niveau temporel dans une première période de 10 ans, puis 2030-2040, 2040-2050. Comme vous le savez, les PLU ont une temporalité qui n'est pas une temporalité décennale, c'est une temporalité qui peut être de 15-20 ans. Donc, attendre cette modification du SRADET, c'est aussi essayer de se caler sur une consommation qui ne va pas être prévue d'ici 2030, qui est un temps court, pour des PLU bien souvent adoptés en 2019, 2020, 2021, mais plutôt se projeter à l'horizon 2040. Voilà. Donc ça c'est une justification pour moi pour attendre. En même temps, dans la loi, rien n'impose d'attendre. Et le rapport normatif dont on a parlé, hein, qui est un rapport de compatibilité, de prise en compte du SRADET par rapport au SCOT,
Et là encore, deuxième rapport Scott-PLU de compatibilité laisse des marges de manœuvre assez grandes. Donc, vous pouvez d'ores et déjà, si vous souhaitez, inscrire le ZAN, sachant que la compatibilité donnant des marges de manœuvre, ce n'est pas parce qu'en avance, vous décideriez d'une stratégie ZAN au niveau d'un SCOT ou au niveau d'un PLU, intercommunal, que ça invaliderait la démarche au regard de ce qui va être adopté ensuite dans les STRADET. Vous avez des marges de manœuvre. La sagesse commanderait d'attendre ce que vont dire les STRADET et d'attendre encore ce que vont dire les SCOT, si tout ça met du temps, ou au moins d'avoir les éléments essentiels, mais vous pouvez d'ores et déjà inclure le ZAN par voie de modification dans vos documents d'urbanisme. J'attire votre attention sur un élément qui me semble tout à fait important. Pour faire beaucoup de formations sur la question du ZAN et de la loi climat-résilience, je sais que, et c'est pour ça que vous êtes un certain nombre à suivre ce webinaire, les échéances sont finalement proches et on se dit qu'on a à peine le temps. D'ailleurs, la loi 3DS a d'ores et déjà repoussé les conférences des SCOT et donné un délai supplémentaire. Donc, on sent qu'on a devant nous, je dirais, à très court terme, quelque chose qui est une petite révolution, puisque c'est transformer nos documents d'urbanisme, qui étaient des outils pour artificialiser les sols, en outils pour contenir l'artificialisation des sols. Donc, c'est une inversion totale de l'enjeu, avec des outils nouveaux, une comptabilisation nouvelle de l'artificialisation. Et en même temps, cette contrainte forte qui pèse sur vous, elle doit être d'une certaine manière un petit peu, je dirais, nuancée. Pourquoi? Parce qu'on a une stratégie européenne en matière de sol, avec une communication de la Commission européenne du 17 novembre 2021, qui laisse entendre qu'on se dirige vers une définition européenne du ZAN. Et la définition européenne du ZAN, quelque chose me dit qu'elle va être assez différente de la définition qui est aujourd'hui adoptée pour les documents d'urbanisme et les plans SRADET. Pourquoi? Déjà, l'Union européenne insiste sur les fonctions écosystémiques des sols, les services écosystémiques et la fonction climatique des sols. La fonction climatique des sols, elle est présente dans la première définition générale que je vous ai donnée, mais elle n'est pas dans les définitions opérationnelles. J'ai la quasi-certitude que la définition que va nous donner en 2023 l'Union européenne via une réglementation européenne qui sera directement applicable et contraignante, c'est-à-dire non pas une directive, mais un règlement européen sur l'artificialisation des sols, sera une définition qualitative, c'est-à-dire qui fera entrer en ligne de compte les fonctions des sols et les services rendus par les sols. Ça, aujourd'hui, et c'est à venir en 2023, ce serait encore une seconde petite révolution. Petite révolution parce qu'on est bien tous évidemment convaincus que les outils eux-mêmes pour évaluer la qualité des sols, on ne les possède pas actuellement. Il y a des démarches en cours, vous connaissez la démarche MUSE, qui est lancée par le CEREMA et aussi par l'ADEME. Donc, c'est sur les multifonctionnalités des sols qui visent finalement à faire entrer dans les documents d'urbanisme une appréciation, et notamment dans les rapports de présentation, une appréciation qualitative des sols. C'est-à-dire dans les stratégies de réduction d'artificialisation, il faudra encore choisir entre des sols à artificialiser en fonction de leur qualité. Donc les choix, je dirais, de règles de zonage, etc., vont être déterminés, et ça semble très logique quelque part, par la qualité des sols. C'est ça qu'on a devant nous. Par contre, ce n'est pas ce que nous dit aujourd'hui la loi climat-résilience. En revanche, il faut s'attendre à ce que ce soit ce qui nous vienne de l'Union européenne via une norme contraignante à venir dans un peu plus d'un an. Donc, hâtons-nous, précipitons-nous sur le ZAN, mais précipitons-nous lentement en sachant qu'il est très probable que les référentiels changent en raison de la mise en place de cette stratégie européenne pour les sols. On va passer au slide suivant. Et j'en arrive à ma conclusion et j'attire votre attention sur cet élément essentiel.
le ZAN, c'est un changement, je dirais, structurel, un changement complet de vision de l'urbanisme, un changement complet, pardon, de vision de l'urbanisme. Mais c'est aussi, au-delà de la contrainte, une opportunité. L'opportunité pour que les collectivités qui aujourd'hui n'ont pas de stratégie foncière territoriale en définissent une. Définir une stratégie foncière, c'est à 10 ans, à 20 ans, identifier les fonciers et entrer en partenariat, évidemment, avec les intervenants publics, je parle des établissements publics fonciers, etc., en partenariat avec ces établissements publics ou avec les sociétés d'aménagement, etc., dans une logique de stratégie foncière à long terme, à 10 et à 20 ans. Ça me semble absolument indispensable. Je pense qu'aucune collectivité d'une certaine taille, et même les petites collectivités qui envisagent un développement futur, ne peuvent se passer aujourd'hui d'une stratégie foncière. Je le dis avec d'autant plus de conviction que pour accompagner un certain nombre de métropoles importantes dans ce pays, je vois que toutes n'ont pas une stratégie foncière. On parle de métropole. Pour moi, toute agglomération doit avoir aujourd'hui une stratégie foncière, ne serait-ce que pour un élément qui est un élément prix. Le ZAN fait du sol urbanisable une ressource rare. Qui dit ressource rare dit ressource chère. Donc, à l'évidence, le ZAN, en contenant nos territoires urbanisés dans leur enveloppe urbaine, va conduire à un renchérissement très important du foncier. Qui dit renchérissement du foncier dit évidemment accroissement des inégalités territoriales, des inégalités sociales, mais dit aussi blocage de toute possibilité d'action des collectivités pour contrebalancer, contrecarrer ces inégalités. Déjà, vous allez me dire, le ZAN est un frein, par exemple, dans un certain nombre de communes pour respecter les quotas de la loi SRU revue par la loi ALUR. Mais au-delà de ça, si le foncier urbanisable atteint des prix astronomiques, vous serez totalement bloqué dans vos stratégies. De même pour du foncier économique, etc., etc. Constituer des réserves foncières dès aujourd'hui en prévision, je dirais, de cette flambée des prix du foncier, c'est établir une stratégie territoriale. Voilà. Je passe au slide suivant, mais je pense que j'en ai terminé. Je suis ouvert à vos questions-réponses. J'ai essayé d'être à la fois précis et en même temps d'essayer d'élargir, parce que c'est quand on parle du ZAN, on peut se perdre dans des détails techniques. J'ai essayé de vous donner une vision et quelques éléments pratiques. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Camille. Alors, on a quelques questions. La première, c'est que dit le ZAN sur le développement des énergies renouvelables sur sol, l'éolien et le photovoltaïque, et sur toiture? Alors, voilà, sur le photovoltaïque, on a un décret photovoltaïque qui est paru, qui est intéressant. Alors, je l'ai étudié, alors je ne sais plus si c'est un projet ou le décret est d'ores et déjà paru, peu importe. J'ai lu en tout cas sous les yeux ce projet de décret. Donc il laisse en fait une certaine marge de manœuvre pour considérer qu'on pourra avoir en fait une double couverture, une couverture énergie renouvelable et en même temps ne pas considérer cette couverture comme une artificialisation des sols. Il y a un certain nombre de critères qui sont fixés. Je pense qu'on va avoir des problèmes de mise en œuvre. On se pose déjà, et d'ores et déjà, beaucoup de questions. C'est des questions qui m'ont été posées en formation. On va être vraiment sur des cas par cas. Maintenant, très concrètement, moi, j'ai vu des dispositifs qui permettent, dans certains cas, un double fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a des serres couvertes qui s'apparentent à des serres qui sont couvertes partiellement de
panneaux photovoltaïques. Donc, on a une double activité de production d'énergie et en même temps une activité agricole. Donc là, on est dans ces hypothèses-là. On a aussi, j'ai vu, je passais en train en revenant d'Espagne, des dispositifs qui permettent en fait de faire des cultures sous panneaux photovoltaïques. Donc voilà, on est sur ces dispositifs-là. Je pense qu'on est vraiment sur des questions très précises de mise en œuvre du ZAN qui, d'une certaine manière, ne se posent pas encore. C'est bien d'anticiper, mais attendons 2024. D'accord, donc il n'y a pas de conflit entre ces deux politiques. Si, il y a potentiellement du conflit entre artificialisation et énergie renouvelable. Et c'est ce que tente de régler ce décret. Mais pour moi, voilà, on a des éléments qui sont tout sauf simples à mettre en œuvre. Un décret un peu techno. Oui. Autre petite remarque, autre question, pardon. Que pensez-vous de la distorsion entre la procédure de modification possible pour intégrer le ZAN dans les documents d'urbanisme, alors que la révolution que suppose le ZAN justifierait une procédure de révision? Est-ce que ce ne serait pas une fragilité juridique sur un territoire soumis à fort contentieux? Alors, fragilité juridique, non, à partir du moment où, précisément, c'est la loi qui nous dit de passer par la voie de la modification. Je rappelle que la modification simplifiée, c'est celle qui nous permet de ne pas passer par enquête, simple consultation du public. Effectivement, c'est potentiellement source de contentieux, puisqu'on le sait, et les collectivités l'ont déjà expérimenté, quand on supprime des zones à urbaniser, quand on réduit les possibilités d'urbaniser, on fait chuter le prix du foncier. Les particuliers propriétaires sont évidemment pas contents, ils attaquent le document d'urbanisme ou la décision de modifier ou de faire évoluer ce document. Donc, à l'évidence, il y aura du contentieux. Maintenant, c'est la loi qui prévoit cette procédure où il y a une procédure de mise à disposition du public, comme vous le savez, donc qui n'est pas une enquête publique, une procédure allégée. Effectivement, du point de vue juridique, je ne pense pas que ça va fragiliser, dès lors que c'est la loi elle-même qui prévoit la procédure. Maintenant, d'un point de vue démocratique, ça pose une vraie question, à l'évidence. À l'évidence, puisque vous avez une procédure, je dirais, simplifiée de participation du public, qui n'est pas une procédure d'enquête publique. Donc, à l'évidence, c'est un problème. Moi, je pense, c'est une conviction plus profonde sur la question du changement climatique, et j'en parle dans l'ouvrage. En même temps, les procédures de participation sont absolument essentielles à la réussite des stratégies, des plans et des décisions en matière de climat. En même temps, un autre critère dont j'ai parlé, l'équité climatique, est absolument indispensable. Je mets d'ailleurs les deux un peu sur le même plan. Équité climatique, c'est d'une certaine manière faire que la mutation soit supportable par tous. Participation, c'est que tout le monde le fasse en connaissance de cause. Maintenant, j'ai une autre conviction qui est peut-être un peu iconoclaste, qui est peut-être un petit peu aussi l'explication de ce véhicule simplifié, de la modification et le choix de ce véhicule simplifié. Il y a une urgence pour aller vite. Et quand bien même on informe, tout le monde n'est pas toujours à même de parfaitement comprendre ce qui se passe. Alors, je ne vais pas essayer de ne pas être trop élitiste, mais je vais vous dire le fond de ma pensée. L'information climatique, c'est-à-dire ce qu'on donne à comprendre à tout le monde et ce qu'il faut donner à comprendre. Ce n'est pas seulement un droit d'accès à l'information, c'est aussi un devoir d'informer de la part des collectivités sur le climat. Cette information climatique, elle comporte une part subjective. Et ça, on le voit tous les jours. Il suffit de regarder la télévision, regarder les médias, et on voit bien que tout le monde n'est pas au même niveau de compréhension et de connaissance. Cette part subjective, c'est cette prise de conscience qu'on a à titre individuel, à titre collectif. Et là, on est en train de l'avoir à titre collectif, c'est pas pour rien que je suis en manche. Il fait particulièrement chaud. Voilà, donc il y a des étapes de prise de conscience. On ne va pas tous à la même vitesse. Et la prise de conscience elle-même n'induit pas nécessairement une action. Ce qu'on a voulu faire, ce que le législateur a voulu faire par la loi climat résilience, c'est imposer une action rapide aux collectivités. Le temps de la prise de conscience qui découle de l'information, il est peut-être plus long,
il est dissymétrique, il est variable selon les individus, les territoires, etc., etc. Donc, je ne suis pas forcément choqué par le fait que la procédure de participation du public qui existe dans les procédures de modification simplifiée soit justement un peu simplifiée et léger. Je pense qu'il faut aller vite et que le temps de la contestation est toujours possible, hein, c'est-à-dire que, comme vous le dites, le contentieux est ouvert, donc les personnes concernées pourront contester, elles auront été informées, mais je pense qu'il y a aussi un temps de l'action et maintenant, comme le disent d'ailleurs les rapports du GIEC, on est dans le moment de l'action et il faut agir en informant au maximum, en ayant le souci de l'équité, mais néanmoins, il faut avancer. Donc, je l'ai dit parce que, par exemple, sur d'autres politiques qui sont liées au climat, comme la politique de l'air, ça fait 20 ans qu'on a des normes, ça fait 20 ans qu'on ne les applique pas. Et quand on voit d'une certaine manière les conséquences, le bilan humain assez extravagant en fait, hein, en termes de mortalité. Hein. Aujourd'hui, évidemment, la mauvaise qualité de l'air en France tue beaucoup plus que quasiment n'importe quel autre facteur. Cette mortalité ne fait pas avancer, la prise de conscience est lente et l'action ou l'inaction est tangible, durable et d'une certaine manière, il y a un moment où il faut passer à l'action, répartir au mieux, plus équitablement les charges, mais il faut avancer. Voilà. Donc pour le climat, pour l'air, il faut avancer. Alors, on a de nombreuses autres questions. Une partie, donc des questions un petit peu plus fiscales, on va dire. Les collectivités auront-elles une nouvelle fiscalité pour pouvoir mettre en œuvre une stratégie foncière en lieu et place de la taxe foncière qui leur rapporte des recettes? Est-ce qu'il y aura des dispositions particulières en matière de compensation si artificialisation? Alors, très bonne question. De ce que je vous ai dit précédemment, vous voyez que les logiques à l'œuvre ne sont pas encore des logiques réellement de compensation. Sur la décennie à venir, on est sur une logique qui est une logique de réduction de l'artificialisation par la réduction de la consommation. C'est un petit peu paradoxal, c'est que ce référentiel-là n'est pas vraiment un référentiel qui permet la compensation par la renaturation et tous les mécanismes fiscaux qui pourraient en découler. Pour moi, il est évident qu'il va falloir adapter la fiscalité à la notion, la fiscalité locale, à la notion d'artificialisation. Mais déjà, on a des potentiels, puisque sachez qu'au niveau local, on peut avoir une approche différenciée sur la taxe d'aménagement en ayant des secteurs différents. Et si on s'éloigne des centralités, on peut avoir une taxe d'aménagement plus élevée, etc., etc. Il y a déjà des leviers, mais ils sont pour moi insuffisants. L'aspect fiscal me semble très important, et notamment une fiscalité assise sur l'artificialisation, et à l'inverse, permettant des compensations. On a déjà des compensations, comme vous le savez, hein, dans un certain nombre de collectivités. Ce n'est pas en rapport avec le climat, hein, c'est en rapport avec l'usage des locaux, où vous pouvez avoir des compensations quand vous transformez du logement, vous connaissez le mécanisme, en locaux commerciaux ou en bureaux, etc. etc. Vous avez ça à Paris, à Nice, etc. On aura des mécanismes similaires à mon avis. Mais si vous voulez, les évolutions, elles sont en profondeur, elles sont dans la fiscalité, mais vous aurez aussi des évolutions dans ce que sont aujourd'hui les autorisations d'urbanisme, donc permis de construire, etc. Aujourd'hui, les autorisations d'urbanisme sont fondées sur un concept principal qui est la construction, donc construction nouvelle ou travaux sur construction existante, grande dichotomie. Demain, je ne vois pas comment le législateur va pouvoir faire autrement, ce seront aussi des autorisations d'artificialiser, avec mise en regard un contrôle de l'artificialisation des sols. Aujourd'hui, on a posé des référentiels, celui que je vous ai montré, mais ce qui est très important, c'est qu'effectivement, on peut se servir d'images aériennes pour contrôler l'artificialisation des sols. C'est encore mieux si on a un mode déclaratif dans les dossiers de demande de permis de construire, déclaration de travaux, sur les surfaces artificialisées qui vont permettre un recollement
au niveau de la collectivité et un contrôle réel de l'artificialisation des sols. Donc, on a des évolutions en cascade de cette loi à intervenir. D'ailleurs, le législateur a posé un jalon dont manifestement il n'a pas envisagé toutes les conséquences. En parallèle du ZAN, on a aussi la création au niveau territorial des observatoires du foncier et de l'habitat, et ces observatoires, ils ont aussi pour mission de suivre les prix de l'immobilier. Donc, le législateur a bien anticipé, il laisse se passer quelque chose d'important, il donne quelques outils, mais tout n'est pas fait, loin de là. La réforme de la fiscalité locale me semble absolument indispensable. Il me semble l'évidence. De toute façon, je le dirais simplement, dans la stratégie européenne dont je viens de vous parler, il est clairement dit que devront être supprimées ou modifiées toutes les incitations, aides ou incitations fiscales à l'artificialisation des sols. C'est l'objectif à 2030. Donc la fiscalité française devra bien s'adapter, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, j'ai une petite remarque d'une participante attentive qui revient sur la question, une des premières questions que je vous ai posées, sur que dit le ZAN sur le développement des énergies renouvelables sur sol. Elle me signale que vous avez répondu pour le photovoltaïque, mais pas pour l'éolien. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on n'a pas de décret d'application spécifique sur la question. Pour moi, ça se pose moins, ça se pose moins. On a une surface artificialisée qui est déterminée, je dirais, d'une certaine manière, par le gabarit éolien, le mode de construction. Ça pose moins de difficultés quand elles sont implantées sur sol, évidemment. Si elles sont, mais je ne vois pas comment elles pourraient être implantées sur du bâti, sauf si on parle de l'éolien offshore, qui est encore une autre question, qui n'est pas une question sur l'artificialisation. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de question particulière. Je ne vois pas en quoi ça pose une question particulière par rapport au photovoltaïque. Parce que de toute façon, il y a un ancrage de l'éolien. Voilà, donc on a une artificialisation. Et l'éolien, c'est une construction. Donc, en termes de ZAN, en tout cas, sur d'autres questions, ça se pose différemment, mais en termes de ZAN, ça ne se pose pas, pour moi, de manière particulière. D'accord. Alors, les questions sont nombreuses, je viens de l'indiquer dans le chat. Si on ne peut pas répondre à toutes dans le cadre de ce webinaire, elles seront transmises à Camille Mielo et vous aurez une réponse dans tous les cas. Alors, dans la mesure du possible, j'ai un travail à côté. Oui, c'est faisable, il n'en reste pas beaucoup. Comment concilier qualité de l'air en favorisant les modes doux, donc les pistes cyclables et la consommation et artificialisation des sols? Aura-t-on des dérogations? Alors ça, c'est une vraie question. Effectivement, alors aujourd'hui, il faut savoir que le critère pour les 10 ans à venir, c'est l'urbanisation effective sur la consommation des ENAF. Donc on est effectivement sur une comptabilisation, puisqu'on commence, mais ça il faut bien le préciser, on commence la comptabilisation au titre du décret qui est paru. Il ne va pas juridiquement déterminer nos possibilités de consommer, il va servir pour la décennie suivante. Je vous dis ça puisque dans le décret sur le rapport triennal de l'artificialisation qui est fait par le président de l'EPCI ou le maire ou la maire ou la présidente concernant l'artificialisation des sols, il est bien fait mention dans le décret qu'on est sur une double comptabilité consommation ENAF et comptabilité artificialisation au sens de la nomenclature que je vous ai donnée. Au sens de la nomenclature que je vous ai donnée, pour les 10 années suivantes, effectivement, les pistes cyclables pourraient être comptabilisées comme des consommations, non pas des consommations, mais de l'artificialisation des sols, par compactage des sols, etc. Pour ce qui est des décennies actuelles, à mon avis, ce ne sera pas le cas. Mais je vais aller un peu plus loin dans la question. Ce que nous dit la stratégie européenne des sols, c'est que les collectivités vont devoir prioriser le recyclage. Le recyclage, c'est-à-dire utiliser des sols déjà utilisés. Et j'en viens aux pistes cyclables. Au maximum, les pistes cyclables vont devoir être créées sur des sols
qui sont déjà utilisés ou destinés à de la voirie. Et il va falloir faire des choix. Maintenant, il y a aussi la reconversion d'infrastructures existantes abandonnées. Ça, c'est déjà une piste largement utilisée, mais j'étais récemment dans le Lot, qui est assez formidable. Donc, quand vous longez le Lot en voiture, parce que c'est pas possible autrement, enfin, vous pouvez le faire en vélo, vous avez l'ancienne voie qui date de 1880, la voie de chemin de fer, qui est totalement désaffectée. C'est typiquement le type d'infrastructure qui pourrait accueillir merveilleusement une voie cyclable le long du Lot sur des dizaines de kilomètres. Voilà. Si je me réfère à d'autres aménagements aujourd'hui, vous avez la Loire à vélo. La Loire à vélo, elle est faite pour l'essentiel sur des chemins de halage, donc une idée, enfin, des sols déjà compactés. Je pense qu'en réalité, on va être plutôt sur la reconversion d'existants, et ça c'est la logique recyclage, plutôt que sur de la création. Je pense qu'il faut bien rentrer dans cette logique où on va arrêter de consommer du foncier pour faire de nouvelles infrastructures. Parce qu'on va pas. L'idée, c'est pas forcément d'additionner le vélo à l'automobile, hein, peut-être de substituer l'un à l'autre. Pour rappel, l'automobile, et l'ADEME nous le dit depuis des années, hein, l'automobile et l'importance des émissions de CO2, c'est l'essentiel, c'est dans la construction. Donc aujourd'hui, quand on passe du thermique à l'électrique, on émet énormément de CO2. La transition, la mutation du parc automobile des mobilités individuelles carbone vers des mobilités électriques a un coût carbone énorme. Ce coût carbone, il est à additionner, hein, puisque comme vous le savez, le carbone, les émissions carbone, c'est un processus cumulatif. Autrement dit, une fois émis, cela reste dans l'atmosphère pour des milliers d'années. Donc il faut bien réfléchir. Est-ce qu'on va persister, continuer à privilégier, avoir deux modes de transport, voiture et vélo, ou est-ce qu'à un moment, on va prendre sur la voirie existante pour faire du vélo? Moi, je pense qu'il faut faire des choix et on peut choisir de privilégier une mobilité non carbone qui, par ailleurs, a d'autres externalités positives. Piéton, c'est extrêmement positif. Vélo, c'est positif. Les externalités positives sont aussi des questions non seulement de qualité de l'air, mais de santé publique. Hein, c'est-à-dire que ceux qui se déplacent à pied ou se déplacent en vélo sont en meilleure santé, c'est démontré. Donc, on fait des choix. Ce sont des choix importants. Voilà, c'est un engagement. Fabienne, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Il y en a. Alors, on a excédé le temps du webinaire déjà. On a une toute petite question, enfin une toute petite. En une minute, si c'est possible, comment sont arbitrées l'approche ZAN qui invite à une densification et parallèlement l'introduction de la nature en ville, notamment pour les îlots de fraîcheur? Alors ça, c'est tout le débat. Je pense que c'est une excellente question puisque c'est le débat. Comment on intègre au niveau territorial une logique d'adaptation à un risque, qui est le risque îlot de chaleur urbain, à une logique de réduction des émissions par la densification. Puisque densifier, donc c'est non seulement moins consommer d'espace naturel, préserver des puits carbone, mais c'est aussi réduire les besoins de mobilité, les besoins de chauffage, etc., par du logement collectif. Quand on densifie, on réduit les émissions de carbone. Maintenant, on densifie, on expose des populations, plus de populations à des risques, qui peuvent être le risque îlot de chaleur urbain, qui peuvent être le risque inondation, etc., etc. Et d'autres risques climatiques, donc météorologiques, climatiques. C'est cet arbitrage. Cet arbitrage, il est très important. Il ne peut être fait par définition qu'au niveau territorial. Cet arbitrage, ça s'appelle une stratégie d'intégration, de l'adaptation et de la réduction des émissions. Cette stratégie, elle doit se concrétiser quelque part dans un document. Alors, ça peut être dans plusieurs documents, des documents d'urbanisme, etc. Elle peut aussi se concrétiser dans votre plan climat-énergie territorial, où précisément, il va falloir faire ces arbitrages entre une densification d'un côté et de l'autre, la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Sur la question des îlots de chaleur urbains, il y a un certain nombre d'ouvrages qui paraissent depuis une décennie. Vous avez plusieurs solutions. Vous avez effectivement la renaturation.
Vous avez des solutions qui sont actuellement déjà à l'œuvre, hein, d'ailleurs, hein, qui sont, par exemple, ressortir des tuyaux des rivières, etc., etc. C'est ce qui a été fait à Marseille, en Remède, par exemple, la rivière des Égalades. C'est ce qui est envisagé à Paris pour la Bièvre, etc., etc. Bon, ça a un certain coût, etc., etc. Bon, ça peut fonctionner, mais voilà, ça dépend éminemment de la configuration du territoire. Mais vous avez aussi d'autres solutions. Vous avez la construction de la ville elle-même qui peut permettre de lutter contre les îlots de chaleur urbains. Par exemple, vous avez une ville en Espagne très soumise depuis des siècles aux îlots de chaleur urbains, qui est la ville de Tolède. La ville de Tolède, elle est construite de manière circulaire pour que les ombres portées des immeubles au fur et à mesure de la course du soleil permettent de garder la fraîcheur. Et les rues sont un petit peu comme un labyrinthe fait de manière à ce que l'air circule, l'air frais circule. Cette configuration, on la connaît aussi en France, hein, une ville comme Figeac, qui est une ville médiévale, donc toujours dans le Lot. Sinon, j'aurais fait la publicité du Lot aujourd'hui. Est conçue aussi comme ça, c'est-à-dire que vous avez des constructions avec des murs épais, avec des rues étroites et une circulation de l'air frais assez importante. Donc voilà, ça peut être une configuration de la ville, ça peut être la renaturation, enfin, c'est à voir, je dirais, au cas par cas. Et ça nécessite vraiment d'avoir une stratégie locale d'intégration des deux objectifs. Alors, c'est pas très simple, hein, parce qu'au niveau international, adaptation et réduction des émissions sont considérées toujours comme deux choses séparées. C'est au territoire vraiment de les rassembler, de les intégrer et d'identifier les externalités potentiellement négatives. Identifier les conflits entre les deux logiques, c'est aussi un des objectifs que fixent les rapports du GIEC, hein, c'est-à-dire de ne pas avoir une politique et des outils qui soient contre-productifs. Je vous parlais tout à l'heure du passage de la voiture émission carbone à la voiture électrique. Ça va être très fortement émetteur de gaz à effet de serre. C'est potentiellement une politique qui, certes, aura des effets sur la qualité de l'air. Encore que, on s'aperçoit que la pollution de l'air, elle est aussi due au dispositif de freinage et aux pneus, et que c'est peut-être la mutation vers un autre mode de transport, quand c'est possible, évidemment, hein. On va avoir vite compris que ça privilégie les urbains, ce type de politique, mais néanmoins, hein, si aujourd'hui, seules les personnes qui ont absolument besoin de leur voiture l'utilisaient, on diviserait le nombre de voitures par 10, à l'évidence. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Merci Camille pour cette présentation très intéressante. Vous pourrez retrouver, voilà, c'est affiché sur la slide, l'ouvrage la ville face au changement climatique sur notre boutique en ligne et en librairie. Merci pour votre écoute et bonne journée. Merci à tous et à toutes. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.